Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai des invités parce qu'on va vous lancer une série très particulière, mais avant, je vais vous présenter mes invités. Dans un premier temps, j'amène une dame qui s'appelle Claire. Bonjour Claire. Bonjour Christophe. Après, on fait venir un couple d'enfer, le couple ETF. Bonjour Christophe, bonjour Claire. Bonjour. Merci. Merci de nous recevoir. Et enfin, on a notre quatrième invité. Il paraît que c'est un deuxième Claude, mais c'est pas grave. Bonjour Claude. Bonjour Christophe, bonjour Claire, bonjour Martine et Claude. Bon, Bonjour Claude. alors ce rendez-vous, c'est le premier, mais c'est le premier d'une série. On est d'accord? Il va y avoir d'autres épisodes. Alors, je vais déjà donner la parole à Claire. Elle va nous expliquer la stratégie et comment tu veux que ce genre d'épisode apparaisse à la face du monde. Vas-y Claire, je te donne la parole. Voilà. Donc déjà, je vais vous citer une phrase d'un de nos ancêtres, Montesquieu, qui disait « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle qu'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. » Et cette émission, qu'on espère effectivement faire en plusieurs épisodes, tellement le scandale est absolument incroyable, va se faire sous cette phrase, c'est-à-dire qu'en espérant qu'un jour, on pourra sortir de la tyrannie. Donc, cette vidéo donc, est la première d'une série qu'on pourrait appeler les crimes parfaits de la République, qui aura pour objectif de vous raconter ce que des Français honnêtes, comme vous, comme nous, vivent à cause du dysfonctionnement total de la justice française, qui, au lieu de nous défendre contre les escrocs, les fraudeurs, les tricheurs, ceux qui ne respectent pas la loi, aide au contraire nos agresseurs à nous déposséder. Ce scandale qui détruit toute possibilité de vivre ensemble, il faut le comprendre, est tellement improbable que vous aurez certainement du mal à nous croire. C'est pourquoi nous sommes quatre, comme quatre histoires bien différentes au départ, qui sont les mêmes à l'arrivée, et qui sommes des victimes de l'impéritie de ceux que nous appelons, pour faire vite, notre élite. On ferait mieux de l'appeler notre délite, qui sont en vérité des décideurs publics les moins capables de travailler en termes de mission de service public. Alors, pourquoi ce qu'on va vous dire ici, on ne vous l'a pas dit avant. Même si vous avez entendu les uns et les autres des dénonciations qui généralement dénoncent leur tragédie à eux, voilà, et qui dénoncent ça peut-être depuis 30 ans, enfin en tout cas maintenant, grâce à des gens comme Christophe et d'autres, on peut dévoiler ce qui nous est arrivé. Ceci dit, ce qui nous est arrivé, c'est presque un indicible, parce que ce qu'on entend, la conséquence immédiate de l'impéritie de la justice, c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit et que tous les Français ne sont plus dans un état de droit, ce qui entend derrière que nous sommes donc dans un état de barbarie, ce qui est le cas, bien que les apparences laissent encore penser que quand on va en justice, on va trouver la justice, quand on va aux impôts, on va trouver des inspecteurs respectueux de nos biens, etc. Ou qui ont une parole qui n'est pas mensongère et qui donc va créer beaucoup de problèmes. Nous-mêmes, pour prendre conscience, il nous a fallu nous heurter à tous ces dysfonctionnements tellement et qui étaient tellement
incroyable qu'au départ, de manière isolée, on ne pouvait pas croire quoi, que c'était. On pensait que ça nous était réservé. Voilà. Et donc, c'est grâce à l'Internet qui nous a permis de nous rencontrer, de comparer nos affaires, qui pourtant étaient de secteurs différents, mais qui nous montraient qu'on se retrouvait face toujours à un même modus operandi. On peut retrouver dans toutes les affaires les mêmes principes de faux, de mensonges, d'irresponsabilité, enfin bref. Voilà, c'est pourquoi vous avez devant vous 5 dépossédés du bénéfice du droit à la justice qui vont chacun vous faire une petite présentation de leur contexte, si Christophe nous permet, de leur contexte d'intervention spécifique. Bon. Alors, on va déjà donner la parole à Claude tout de suite. Puis après, on finira avec le dessert avec Martine et l'autre Claude. D'accord? Ok. Ok. Vas-y, Claude, tu as la parole. Non, c'est pas Ouais, alors moi ce qui m'est arrivé c'est assez simple, enfin assez simple, au départ ça semblait assez simple. J'ai acheté une entreprise par laquelle je me suis fait escroquer par un soi-disant associé, mais bon, très compliqué. C'était pas trop le problème, normalement la justice aurait dû me donner raison. Je suis allé en justice la fleur au fusil. Bon. La justice m'a mis une grande baffe en me disant non, tu es un escroc, t'es avec ton copain, voilà, vous êtes des escrocs tous les deux. Ok, bon, j'arrive à prouver que je n'en étais pas un, mais ça ne plaît pas à mon inspecteur des impôts qui décide de me faire un redressement de l'entreprise et derrière de ma personne pour bien s'assurer qu'il pourra tout me voler, quoi. Donc, il trouve une solution pour me donner un redressement de 360 000 €. Et aujourd'hui, je me bats toujours, je suis toujours dans des actions en justice et c'est impossible. À chaque fois, c'est retour à la case départ. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas et c'est impossible de se débarrasser de ce problème. J'ai toujours... Et aujourd'hui, maintenant, on me saisit mes terrains, on me saisit tout ce que je peux, tout ce qu'on peut. Vous voyez, je suis encore là, mais s'ils avaient pu me saisir, ils l'auraient fait, hein, il n'y a pas de souci. Mais comme je ne dois pas valoir grand-chose à leurs yeux, je suis encore là. Voilà. Voilà en gros ce qui m'est arrivé et ce qui continue depuis 10 ans. Voilà. Christ. C'est bien. Ça va s'arrêter le téléphone, excusez-moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, c'est... Oui, Donc là, Claude, tu as fait le tour de ta situation, grosso modo? C'est un tout petit tour. Hein. D'accord, mais tu as fait une synthèse, en fait. D'accord? Voilà, une toute petite synthèse. Eh ben maintenant, on va passer à Martine et à Claude, qui vont nous raconter un épisode qui dure depuis pas mal de temps. Allez, Martine. Plus de 30 ans, hein. Plus de 30 ans aussi. Hein. Alors, je vais d'abord vous parler par rapport à l'association, parce que maintenant on est en plein cœur, c'est avec l'association. Et après, Claude va vous expliquer comment lui, il a subi une cabale au sein de la galerie marchande de Carrefour-Vitrolles. Donc, au niveau de l'association, ben, on est comme tout le monde. Hein. On pourrait croire que chaque citoyen, on croit à la justice dure comme fer avant d'avoir été confronté à elle. Alors, parce que depuis qu'on est adulte, on nous dit tous qu'on est dans un pays des droits de l'homme, que les hommes naissent libres et égaux, et que depuis 200 ans, on avait aboli les privilèges. Mais je crois qu'ils ont remis les privilèges et ardemment. Non, donc, nous étions les premiers à avoir eu la déclaration, un des premiers, parce que nous n'étions pas les premiers, à avoir la déclaration des droits de l'homme et de la Constitution. Et aujourd'hui encore, on a 923 parlementaires élus qui font encore des lois, et tous les jours, ils font des lois. Mais lorsque vous poussez la porte du tribunal de commerce, patatrac, vous êtes confronté à une toute autre histoire où toutes vos histoires de justice s'effondrent autour de vous. Donc, qui est-ce qui règne aujourd'hui dans les tribunaux de commerce? Ben, ce sont les prédateurs, les distributeurs, les bailleurs, les franchiseurs.
ils s'assoient sur les lois de la République en imposant leurs dictats et en appliquant leurs propres lois et leurs codes secrets, avec le concours des élus locaux et la complicité de l'administration. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que c'est aussi le thème de nos émissions. Donc, depuis 1960, ce sont des millions de chefs de petites entreprises, commerçants, artisans et leurs familles qui ont été broyés, éliminés, déclassés, dépossédés. Donc aujourd'hui, on a décidé de se réunir et c'est pour ça qu'on vous remercie, Christophe, de nous aider à faire cette émission parce que tous ensemble, on a décidé de dire ça, ce qu'on a subi, ça suffit. Et on est là pour expliquer à tout le monde comment cela se passe en France, dans les tribunaux de commerce. Et après, c'est une chaîne, puisque comme tu l'as bien expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que les mensonges qui ont été faits au tribunal de commerce, on les retrouve à la cour d'appel, on les retrouve en cassation, on les retrouve au tribunal de grande instance, devant les juges d'instruction, c'est-à-dire qu'on nous met sur des voies de garage et on n'a plus qu'il faut courber les chines, courber les chines, courber les chines. Alors nous, on a décidé que non, ça suffit et on va y aller pour dénoncer tous ces scandales. Bien, eh ben, c'est très bien, c'est une bonne idée et je participerai à tout ça, d'accord? Alors Claude, okay. Tu nous fais un petit épisode, toi, de ce qui t'est arrivé dans la galerie marchande. À Carrefour Vitrolles. Au départ, j'étais en 90, j'étais le président de l'association de Grand Vitrolles. Et certains des commerçants, quand ils ont eu vent qu'il allait y avoir une galerie marchande, une autre galerie, une plus grande galerie, ils ont attaqué le processus qui obligeait les commerçants à adhérer à l'association. Alors, des commerçants de Grand Vitrolles. De commerçants de Grand Vitrolles, oui. Donc, j'ai réagi, j'ai pris comme avocat mon avocat, Jean-Jacques Anglade, et il était le maire de Vitrolles. Mais auparavant, moi, j'ai toujours été bien, j'étais content de lui. Il m'a gagné des procédures, tout ça, donc il n'y avait pas de problème. Avant d'être maire. Et avant d'être maire, bien sûr. Là, en l'occurrence, je réponds, et là, Carrefour, comme il tenait à avoir ces beaux commerciaux, et surtout l'adhésion à l'association, a trouvé un artifice pour me fiche dehors. Donc, dans le cadre des relations, j'avais émis un chèque à l'ordre de SGP, Société Générale de Plomberie, que je leur ai remis dans le cadre d'un magasin que j'avais obtenu un bail. Bon, les affaires se sont compliquées et là, ils l'ont encaissé, je répète, ils ont encaissé le chèque qui était libellé à la Société Générale de Plomberie. Donc ça, c'est interdit par la loi. C'est Carrefour. Vous ne pouvez pas encaisser votre chèque. Hein. Quand vous le recevez, je ne peux pas l'encaisser. S'il est libellé à votre ordre. Alors là, à partir de là, ça a été vraiment l'enfer. On a fait des procédures, on est allé faire une plainte. Et là, on s'est aperçu que c'était Carrefour qui avait fait. Soupçonné. Oui, je le soupçonne, mais bon, plus que je le soupçonne quand même. Hein. Et c'est lui qui a fait comment ça s'appelle les conclusions du réquisitoire. Les conclusions du réquisitoire. Du procureur. Du procureur, enfin du juge d'instruction, exactement. Mmh. Bon, donc là encore, parce que quand on a des procédures, on les commence à un point X et on les finit 10 ans après. Hein. Et là donc, j'ai donc perdu. Et donc je redevais, parce qu'il n'avait jamais, Carrefour dans sa comptabilité, a augmenté dans la comptabilité remise au tribunal. Il y avait 2 chèques qu'il avait encaissés mais qu'il n'avait pas mis. Et il y avait mon chèque de 20 000 francs, 20 000 francs, qui lui n'avait pas été mis à l'encaissement, alors que c'est lui qui l'avait encaissé. Donc ça fait évidemment un trou dans la trésorerie, et il m'a poursuivi au tribunal, et il m'a mis comment ça s'appelle,
on est obligé de mettre en dépôt de bilan. Paiement. Ah, d'accord. Oui, en cessation au départ, en cessation de paiement. Une cessation de paiement, oui. Voilà. Donc, à partir de là, le 5 mars 92, là, alors là, c'est dramatique. On dépose le bilan avec mon avocat et d'abord, ils avaient saisi ma marchandise le matin de 6h à 6h30, à 6h20. Ils avaient pris toute la marchandise dans le magasin et ils m'ont saisi la comptabilité avec. Parce qu'il y avait la comptabilité avec tous les articles. Donc à 7h20, je n'avais plus rien. Je ne possédais plus rien. Et donc on a fait les démarches comme tout le monde le fait. On s'est aperçu bien longtemps après que Carrefour avait payé une de mes cautions, c'est-à-dire 32 884 francs. Donc j'ai des cautions, il m'a payé ce qui me… 332 000, exactement. 352 000 exactement. Et ça, en achetant, en prenant ma caution, je n'avais plus le fonds de commerce. D'accord? Donc ça, je l'ai su peu après, c'est quand j'ai eu les comptes. Donc on a fait, dans le cadre de la procédure, on m'a demandé de me présenter le 13 mars 92. Et là, à ma surprise, j'ai mon commissaire mandataire qui voulait intervenir pour expliquer mon problème. Jamais, 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 lors de cette audience, le commissaire, M. Gorlier, a pu s'imposer, car le Carrefour, par son avocat, a fait un scandale c'était dans une chambre à huis clos, bien sûr, mais un scandale avec le président et tout. Il n'a pas pu avoir la parole, donc ça s'est terminé qu'ils m'ont liquidé. Et le 17 avril, en un mois et demi, il y avait la prononciation de la liquidation. Bon. Donc ça a été dit. C'est rare une liquidation qui vaut aussi. Donc j'ai pu récupérer toute la marchandise et ma comptabilité. Mais c'était fini. J'étais mort. Enfin, la société était morte. Et le 3 janvier 1993, la vente de 880 000 francs de marchandises a été vendue aux enchères 59 300 €. Excusez-moi. Et là, avec la différence, on pouvait payer tout. Oui, non, mais c'est… Voilà. Oui. Bon. Claude, après, on va revenir sur les autres points que Martine et moi, on a suivis. Parce que sinon, ça serait Mais trop je long. veux insister quand même que pas le procureur, mais la femme qui a fait un non-lieu sur les 20 000 €, le juge. Le juge, là, c'était grave aussi. Parce que dans le détail, tout était mis. Nous, dans notre défense, on a tout mis. Tout était bien indiqué et tout. Et là s'il n'y avait pas eu la justice pour couvrir les mensonges de Carrefour, j'aurais pu m'en sortir. Voilà. Là, déjà, c'est le premier coup près. Hein. D'accord. Okay. Bon, alors, pour faire une synthèse. Hein, je n'ai pas présenté, moi. J'ai présenté l'ensemble du truc. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire. Eh ben, vas-y, parle-nous de ton affaire. Cette émission aussi, plus que de dénoncer des affaires, parce que bon, Claude pourrait effectivement, il y a tellement de détails dans nos affaires que ça devient incompréhensible. En fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer trop dans les détails. Il faut faire des synthèses pour que les gens comprennent des mécanismes. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette émission-là, elle va servir à interpeller nos soi-disant dirigeants, notamment celle-ci, doit interpeller Monsieur Moretti, puisque c'est lui qui a charge de la justice de ce pays. Donc, tous les dysfonctionnements dont on parle maintenant, il faut bien savoir que sans
la justice, c'est-à-dire sans une justice complice, il n'y aurait rien, mais rien de rien. Tout se passerait bien, nous aurions nos vies, nous continuerions nos vies d'entrepreneurs tranquilles. Alors voilà, la mienne, c'est assez symptomatique parce que moi, je suis une native de l'Internet, même si j'ai les cheveux blancs. Ce qui veut dire que mon grand projet, c'était de faire en France une entreprise concurrente de Facebook, de Google, même d'Apple, s'il le fallait. Donc, j'ai pu développer une petite entreprise. Et puis, à un moment, comme tout le monde, hein, je rencontre un de mes associés qui décide qu'une femme ne peut pas diriger une entreprise de ce type-là, puisqu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaudrait 44 milliards, hein, ce qu'a vendu Elon Musk, ce qu'a acheté Elon Musk, comment il s'appelle, Twitter. Donc, il décide de m'enlever les rênes. Pour ça, il n'y arrive pas par le moyen de l'Assemblée. Il va donc au tribunal de commerce de Versailles, pour ne pas le citer, et il va obtenir en une heure qu'on lui donne les rênes de l'entreprise que j'avais fondée, que j'avais dirigée absolument de manière excellente, dans une propriété. On ne peut pas imaginer mieux. J'avais créé une équipe, une ambiance, enfin, tout le monde était formé. Nous étions vraiment un superbe joyau qui aurait dû servir notre pays, puisque, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, à part ces semblants d'entreprises numériques qui sont biberonnés à l'argent public, nous n'avons aucune belle entreprise de niveau mondial. Donc, et bien à partir de là, on pourrait dire, bon, bah voilà, mais moi, je n'étais pas désespérée à l'époque, j'y croyais encore à la justice, effectivement, comme Martine, comme Claude, comme Colo. Et donc, eh bien non, ça va. En fait, je rentre dans un milieu avec des mandataires judiciaires. Très rapidement, hein, on fait de la cessation de paiement, on fait on fait de la liquidation sans respecter aucune loi, en disant le contraire de ce qu'on va faire dans le jugement. Enfin bref, tout est complètement vrillé. Et ça va être 7 ans de calvaire absolument infernal, où je serai obligée de consacrer toute ma vie à essayer de parer au coup, parce qu'ils vont faire des multiples procédures jusqu'à me faire mourir s'ils peuvent, hein, et pour me piquer tous mes biens à moi personnels, alors que je n'ai jamais fait aucune faute. Voilà. Et on m'accuse de toutes sortes de choses. On me met en garde à vue, on me met en prison, on veut me mettre en prison, et ils utilisent tous les outils de la justice pour me faire disparaître. Donc, je ne vous en raconterai pas plus. Si sur Internet, il y a des endroits où je raconte plus en détail, et puis on verra plus tard. Mais pour vous dire, voilà, nous sommes 4 cas là déjà, puis avec le cas de Christophe aussi, qui sont complètement, qui ont été dépouillés à coup de force de la chose jugée, comme je dis, à coup de force de la chose jugée, c'est-à-dire au nom du peuple, on décide de vous condamner, on décide que vous avez fait des fautes, on décide que vous êtes des criminels, on décide que voilà, et surtout, quand on veut porter plainte, eh bien, on vous refuse vos plaintes, n'est-ce pas? Comme ça, c'est pratique. On ne peut jamais se défendre de tout ce qui nous arrive. Je pourrais rajouter un tout petit truc. Quand tu déposes plainte, des fois, ils les retiennent, mais c'est pour mieux que la victime devienne coupable. Voilà. D'accord? Oui. Ils savent faire ça. Alors, moi, je ne raconterai pas mon histoire parce qu'elle est déjà en ligne sur Internet. Il suffit qu'ils aillent voir mon association Morpheus Etica, mais j'ai vécu ce que vous avez vécu. D'accord? Sauf que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pris ça comme une leçon de la vie. Et j'ai voulu utiliser ce que j'ai vécu pour pouvoir démontrer des techniques, des manières de faire et de les théoriser, pour faire comprendre aux gens comment
on pouvait spolier un entrepreneur. Alors, si en France, il y a 400 mandataires qui arrivent à bousiller 50 000 entreprises en moyenne par an et de leur voler le patrimoine, c'est qu'il y a des raisons. Et on en parlera dans les émissions, dans les épisodes. Il y a des raisons. Au-delà d'enrichir le mandataire, au-delà d'enrichir les copains du mandataire, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors, il peut y avoir des enjeux qui sont dans l'intérêt des chaînes de magasins, comme Carrefour, par exemple. Et là, on va comprendre que l'argent n'est pas perdu pour tout le monde. Quand on découvre qu'une partie de l'argent qui est volé, qui est spolié, finance même les partis politiques, quand on découvre que des mandataires judiciaires qui volent les biens immobiliers, qui volent les maisons, qui volent les terrains, les revendent essentiellement à des juges, à des procureurs, à des gens d'autorité ou à des politicards, les gens ils vont comprendre que la justice, elle est impossible en France. Impossible. On a perverti les juges. On les a corrompus. On les a achetés. Donc, il y a un moment donné, vous allez tomber sur un juge de temps en temps qui n'aura pas été racketté, qui n'aura pas été dans le système du racket des autres. Pardon. Et là, ça va arriver une fois sur combien? Donc, quand on regarde maintenant le mécanisme des liquidations judiciaires, comment on fait? Et si on fait des synthèses, vous allez tout de suite comprendre que l'axe primaire, c'est d'utiliser le mensonge dans les procédures, le mensonge, et de faire deux choses pour arriver à vous liquider. De vous inventer des dettes, vous augmentez votre passif, et de vous dévaloriser toute la valeur de vos actifs. On vous volera les stocks, par exemple, d'accord? Et ainsi de suite. Mais ce qu'il faudra que les gens comprennent, c'est que au sein même des liquidations judiciaires, quand on passe par un tribunal de commerce, il ne faut pas que les gens oublient que dans nos créanciers, il y a aussi des complices du système. D'accord? Quand on déclare ses dettes, quand on déclare ses factures à régler, ce qu'on appelle nos créances, hein, pour que les gens comprennent. J'essaie de prendre des mots pour que tout le monde puisse comprendre. Ce qui va faire naître ce qu'on appelle dans la comptabilité le passif. D'accord? Il y a aussi la valeur de vos actifs. Or, ce que les gens ignorent ou que les gens ne comprennent pas et qu'il va falloir faire comprendre aux gens, c'est que par exemple, quand vous avez une dette parce que vous devez de l'argent à votre banquier, c'est parce que le banquier vous a fait un prêt. Or, le prêt, il a fait une chose très particulière, le prêt. Il a financé la valeur de vos actifs. Il a aidé à créer votre idée, votre fonds de commerce, à ménager, à acheter des meubles, à acheter du stock. Si je prends des images très simples, si on vous dit, par exemple, le banquier vous a prêté 50 000 euros, je vais prendre des chiffres ronds pour que ça soit très simple, d'accord? 50 000 euros, vous en avez déjà payé 40 000, le banquier, au moment de la liquidation judiciaire, il va déclarer qu'il lui manque 10 000 euros. Et la créance, elle sera bien due, c'est bien encore 10 000 euros. Mais le mandataire, lui, ce qu'il fera pour pouvoir vous couler, les 50 000 euros qu'on crée une valeur de fonds de commerce de 50 000 euros, il les fera disparaître. Il les fera disparaître. Donc, il y a un moment donné, vous vous retrouvez toujours avec la facture qui est due, mais ce qu'avait payé l'emprunt, quel que soit le montant, la valeur, elle disparaît par les mandataires. Et une fois qu'on a commencé de comprendre ça, on peut donner des explications aux gens. On leur dit, mais attendez, mais comment ça se fait qu'on liquide des entreprises? Eh ben, c'est aussi simple que ça. On invente des dettes et on cache la valeur des actifs. Ça fait qu'il y a un moment donné, on est en position négative, comme l'a arrivé à Claude, comme c'est arrivé à Martine, enfin à l'autre Claude, ou à Claire. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on explique dans nos épisodes. Et moi, quand je fais mes émissions avec des victimes de la turpitude, de la magistrature consulaire, parce que ça s'appelle la magistrature consulaire, quand on sait qu'au sein même d'un tribunal de commerce, la seule personne qui est compétente en droit
et en justice, c'est le mandataire liquidateur. Tous les autres, c'est des pignoufs. Faut le dire. Ce sont des pignoufs. Ce sont des gens qui sont mis en place là, qui n'ont aucune compétence juridique. Ils sont là pour répartir des liquidations à leurs copains. Et de temps en temps, j'ai même dans d'autres émissions parlé de ça, où de temps en temps, quand vous avez un président de tribunal de commerce qui rencontre un de ses propres concurrents qui vient au tribunal de commerce, il va le liquider, hein. Tranquille, comme ça, il n'aura plus de concurrence. Ok? C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, moi je fais une synthèse, j'essaye de faire des synthèses, et quand vous parlez et quand vous exposez, quand vous amenez comment dirais-je, des mécanismes, vous allez voir qu'à chaque fois, tous les mécanismes correspondent à ce que je dis. Vas-y, Claire. Oui, parce que, donc effectivement, là, ça pourrait paraître aussi très tribunal de commerce, hein, parce que nous étions des entrepreneurs. Hein. Mais nous qui avons créé maintenant le syndicat des usagers de la justice, donc de tous les usagers de la justice, on s'aperçoit que dans tous les contentieux, nous avons ces mêmes mécanismes d'inversion de culpabilité, hein, comme tu le dis, parce que c'est un des gros, c'est une façon de faire. Vous venez en tant que victime et on vous dit, voilà, c'était les histoires des femmes qui se faisaient battre ou qui étaient violées, et on leur dit, mais attendez, on va demander au criminel, c'est votre point de vue, on va demander au criminel ce qu'il en pense. Vous êtes sûr que le criminel va expliquer exactement les faits et sa culpabilité. Donc, on est toujours dans ce contexte-là où je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle formation ils ont, ils inversent les culpabilités. Donc, vous arrivez, vous êtes coupable. OK, bon. Et que ce soit le contentieux des curatelles, par exemple, où on va vous voler par des moyens de justice votre argent, votre retraite, vos successions. Ensuite, si vous avez des problèmes de divorce ou de tout ça, on va se servir de vos enfants comme d'une monnaie. On va entretenir tout un réseau de parasites qui sont à l'intérieur des associations ou, je sais pas, des assistantes sociales. Enfin, malheureusement, beaucoup de personnes sont impliquées dans tout ça parce que je pense que c'est de l'ordre de ce qu'on appelle du crime d'habitude. C'est-à-dire qu'ils oublient les conséquences de leurs décisions. Ce sont des êtres humains à qui on a donné le pouvoir de décider pour autrui, hein, quel qu'il soit. Et bien sûr, la plupart sont incompétents, ça c'est certain. De toute manière, comment peut-on être compétent pour décider du sort d'autrui si on n'est pas capable de comprendre la réalité des autres? On ne nous écoute jamais, donc on ne peut pas savoir la réalité des autres. Donc ils n'arrêtent pas de répéter les mêmes histoires. Un entrepreneur, c'est un fraudeur. Une personne vulnérable doit être mise sous curatelle. Enfin bref, sans jamais réfléchir aux conséquences de leurs actes. Donc, c'est pour ça que par cette émission, nous voulons nous adresser à tous les Français parce que, quoi que vous fassiez dans votre vie, un jour ou l'autre, on va se retrouver devant la justice. Donc, il faut savoir maintenant que dès que vous allez y mettre le pied, je peux presque dire ça, vous êtes mort. Vous êtes mort, où il va vous falloir un courage tellement grand. Vous voyez, nous, on s'en est sortis, mais les épreuves ont été infinies. Donc, comme Christophe, on va essayer d'utiliser les épreuves pour progresser, mais il y a quand même des limites, parce que le but, c'est de nous mettre à la misère. Donc, ce n'est pas facile de vivre dans notre société moderne sans argent. Hein, sans propriété, toutes vos propriétés, elles vont être annulées. Or, c'est quoi ces propriétés? C'est ce que vous avez mis en œuvre grâce à vos talents, peut-être même selon vos parents, les générations d'avant ont travaillé pour obtenir ces biens. Et ici, dans la société aujourd'hui, en 2022,
vous allez, pour une raison ou pour une autre, vous trébuchez, comme on dit, on trébuche, on a on a un problème avec son mari, on a un problème avec sa femme, on a un peu peur de la retraite, enfin, voilà, on trébuche. Et là, si on met le grappin sur vous, vous êtes mort. Vous êtes mort. Et donc, voilà, c'est pour ça que comment dire, tous les acteurs qu'on va rencontrer sont d'une force considérable, puisqu'ils blanchissent, en plus, ils se blanchissent les uns les autres. Hein, hein, ils s'amnistient. Ils s'amnistient les uns les autres, puisque personne ne respecte la loi, mais comme c'est fait tous les jours, eh bien, ils se protègent, ils blanchissent les fonds voilà, par des condamnations, en faisant croire qu'ils vous condamnent. Ben, moi, je suis condamnée. On m'a demandé on voulait me faire payer un passif, mais peu importe ce qu'on voulait me faire payer, puisque de toute manière, il n'y avait aucune raison, de 1 250 000. Bon, les juges, hein, dans leur grande clémence, ils ne m'ont puni que de 50 000, mais qu'il fallait que je le donne en 8 jours. Il est la cruauté de ces êtres humains. La cruauté. On n'est même plus dans la décence. On ne peut pas faire ça à un être humain. Eh bien non, c'est pas gênant. Vous avez toujours des jugements comme ça, immondes, je le dis, immondes, et il va falloir. Donc, c'est pour ça qu'on vient et qu'on dit, ça suffit. Ouais. Ça suffit de nous décéder de nos droits, de nos biens, de tout ce qui résulte de nos talents et de notre labeur. Ça suffit, vous n'avez pas les paroles, mais je peux vous dire, de nous faire spolier les fruits de notre travail, de tout ce qui est le plus précieux pour un être humain, puisqu'il l'a fait de ses mains. Ça suffit de ce que des familles entières ont mis des années à bâtir et à édifier, de le leur voler pour nourrir des parasites. Voilà. Donc, Claire, ce que je voudrais, pour que les gens comprennent par rapport à la continuité de ce que tu dis, d'accord ? Je voudrais faire un lien très particulier entre le monde des tribunaux de commerce et les conséquences qu'il y a sur le reste par rapport au lien qu'il peut y avoir sur toutes les autres juridictions. Alors, je vais donner un exemple simple pour montrer que quand on liquide une entreprise, si jamais l'entrepreneur, c'est un jeune entrepreneur, que c'est un jeune marié, la ruine du jeune couple, si jamais ils ont des enfants, le couple va divorcer et on va leur enlever les enfants. Et dans les procédures, on s'aperçoit même que certains enfants finiront même dans les réseaux de pédophilie. En partant que des tribunaux de commerce, en partant d'une liquidation d'un entrepreneur, d'un jeune couple, tu vas découvrir au fur et à mesure que toutes les choses sont liées les unes avec les autres. Et quand tu parles du syndicat de l'usager de la justice, quand tu vas tomber sur le monde de l'enfance, avec le mécanisme financier qu'il y a derrière pour enlever les enfants à des mamans, quand on enlève un enfant à une maman parce qu'elle aime trop son enfant, c'est prendre les gens pour des cons. D'accord? Et ça, en France, ça existe. Ça existe. Et toi, tu vas le rencontrer au même titre que quand tu parleras des tutelles, de comment on déshérite. Alors, je vais te donner un autre exemple pour que les gens comprennent. Et dans les émissions, on aura l'occasion d'en reparler. Le mécanisme des EHPAD, d'accord, qui est en fin de compte un mécanisme arbitraire pour spolier le patrimoine qui doit aller dans les successions. Comment on fait payer à des anciens des montants pareils avec un service de merde qu'ils ont? Donc on s'aperçoit qu'on va mettre en caution le patrimoine des vieux. Et qui c'est qu'il y a derrière, à votre avis? Vous avez déjà étudié qui y a derrière? Eh ben, la France, c'est plus les maisons de retraite d'antan. C'est un mécanisme financier pour spolier le patrimoine en héritage. Il faut bien que les gens comprennent ça. Et ça fera partie de débats qu'on aura dans ces émissions-là pour montrer la perversité qu'il y a dans les mécanismes, au-delà même de la magistrature consulaire, des tribunaux de commerce, des prud'hommes, des autres recours, tous les recours qu'on fait, comme disait
Claire tout à l'heure, avec l'autorité de la chose jugée et les mensonges qu'on poursuivra à chaque fois dans toutes les procédures. Mais il faudra bien que les gens comprennent que toute cette perversité-là, elle est liée. Toutes les choses entre elles sont liées. Et au fur et à mesure qu'on va amener des gens qui parlent, des témoignages, les gens vont comprendre qu'il n'y a rien qui se fait sans qu'il n'y ait pas une stratégie derrière ou au-dessus. Parce que, à mon avis, la stratégie, elle est au-dessus quand même. D'accord? Mais c'était un épisode que je voulais ramener en complément, Claire. C'est tout. Ouais, d'accord. Non, mais tu as raison. Alors, on voulait, je ne sais pas si vous êtes toujours d'accord, mais chacun de nous devait donner très rapidement des comment dire, des modalités de faire. Comment ils font, quoi. Comment ils font, quels sont un petit mécanisme, quoi. Donc, moi, je commence et je vous parle un peu ce qu'a dit Christophe, d'ailleurs. En fait, le principe, c'est une fois que vous êtes en liquidation, donc, effectivement, ils s'attaquent à vous. Ils s'attaquent à la personne physique, hein. C'est-à-dire, au lieu de faire leur travail, hein, un mandataire, ça doit vendre des actifs et ça doit désintéresser les créanciers. Ça fait comme s'il n'y avait pas d'actifs et ça suppose que ça porte plainte tout de suite contre vous pour escroquerie ou abus de confiance, banqueroute, est-ce que vous voulez. Et surtout, ça va donc viser à vous décrédibiliser sur toute la justice et ensuite on vous envoie plein de procédures. Et alors la procédure la plus magique, franchement elle est géniale, c'est ça commence par on vous déplace la date de cessation de paiement. Or, je ne sais pas si vous voyez, hein, moi j'ai beau, par exemple, la date de mon mariage, je peux décider de la déplacer, mais il y a comme un impossible. La date de naissance de mes enfants, je peux essayer de la déplacer, mais il y a un impossible. Eh bien non, la justice, tout est possible, tout puissant. On déplace des dates de décision dans le temps. Et sous ce prétexte-là, vous y croyez même pas quand vous commencez à fréquenter ces gens-là. De quoi tu me parles là? On déplace des dates de décision dans le temps, ouais, ok. Et on ne voit même pas pourquoi ils font ça. Eh bien si, vous imaginez, parce que si vous avez déplacé la date de cessation de paiement dans le temps, ça veut dire que vous auriez dû fermer votre entreprise 8 mois avant le fait qu'elle est fermée. Enfin, selon le juge, qui n'est pas là au moment où elle doit décider. Et donc, vous vous retrouvez avec ce qu'ils appellent gentiment une période suspecte. Hein, c'est même pas dans la loi, mais c'est pas grave. Tout le monde utilise le même langage. Et là-dedans, tous vos actes de décision vont être considérés comme des actes frauduleux. Enfin, peuvent être considérés comme des actes frauduleux. C'est-à-dire, vous mettez de l'argent sur le compte dans votre compte courant pour aider un petit défaut de trésorerie. Arrive de l'argent, vous retirez l'équivalent de cette somme pour refaire l'équilibre. Ah, on ne regarde que l'acte où vous avez sorti l'argent. Oui, non, mais bien sûr. Donc, vous êtes un fraudeur. Vous avez sorti de l'argent. Ils oublient totalement que si on fait, comme on est des gens très propres, quand on fait une opération dans un sens, c'est que certainement, il y aura l'autre dans l'autre sens, etc. Mais ça, c'est pas grave. Parce que là, donc, les juges, tout le monde dit « Ah, ben ils ont fait cette pauvre dirigeante, qui n'était même pas toute seule, hein, pour mon cas, donc on était 5 à décider, mais ça, c'est pas grave, on oublie. Hein. Eh bien, elle a, comment dire, elle aurait dû fermer sa boîte qui était en difficulté financière 8 mois avant. C'est une start-up, hein, donc ça ne marche pas du tout comme ça, mais ce n'est pas très grave. Donc, elle aurait dû fermer sa boîte, donc elle a fait une faute de gestion. Donc, vous avez toute la suite qui va durer. Et ce qui est rigolo, c'est quoi la suite? La suite, c'est que vous allez être puni, on va vous demander de l'argent, on va vous créer des dettes. Mais surtout, c'est quoi? À quoi ça sert de vous créer des dettes? Eh bien, ça sert à vous obliger à vendre votre maison. Et là, vous vous retrouvez tribunaux aux enchères et vous n'avez qu'à y aller, vous promener, vous verrez la désespérance humaine. C'est absolument terrifiant. Terrifiant, des gens qui ont été des merveilleuses personnes qui sont là, la tête basse. Oh oui, monsieur le juge, non, j'ai pas fait ça. Oh oui, irrecevable. Oui,
Voilà. Et ça, c'est dégueulasse. Donc, donc, vous savez qui achète? Parce que vous n'avez pas le droit d'acheter au tribunal aux enchères si vous n'avez pas un avocat spécialisé. Ah, on s'arrange entre nous. Eh bien, qui achète? Mais le juge-commissaire, le mandataire, enfin pas le vôtre, hein, mais celui d'à côté. L'autre, le vôtre, il achètera les biens des autres. Faut quand même être discret. Et ensuite, les procureurs, mais pas le procureur direct, ses prête-noms, etc. Tout le monde de la justice se goberge, ils ont tous des SCI, de toute manière, se goberge des biens de ceux qui sont quand même des indépendants, qui ont travaillé comme des dingues pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Donc, nous sommes face à des parasites qui ont trouvé le biais grâce à la justice, pour vous piquer tout ce que vous avez construit. Ça va du banquier qui, effectivement, vous fait prendre caution, mais c'est des millions, on estime à 2000 milliards par an ce que piquent les banquiers aux tribunaux. Les banquiers, ils n'ont plus besoin d'être prudents, de vous faire des prêts à des conditions correctes. Non, plus tu es pauvre, plus tu as des biens, c'est impeccable, on va pouvoir te les piquer. Et c'est la seule chose qu'ils cherchent. Dernièrement, comment dire, je vous dis un peu les statistiques. Dernièrement, on vient l'Europe a décrété que, vous vous rendez compte que oui, il y a de la corruption en France et qu'elle est énorme. Elle est énorme de la part de j'espère que Claude va pouvoir nous en parler, mais elle est énorme de la part de tous ces gens qui vont en justice pour réclamer leur prébende, alors qu'ils sont souvent des fonctionnaires, des magistrats, des gens qui sont payés au mois, sécurité de l'emploi, et qui vont faire leur petit micmac Kodak avec des petits articles de loi, de façon à spolier ceux qui ont choisi l'indépendance, choisi de rendre service à leurs contemporains, parce que là, on se demande à quoi ils servent, ces gens-là, si c'est pour toujours nous mettre... En définitive, ils font leur marché au tribunal de commerce. C'est ça, il y a plein de tribunaux. Oui, c'est un peu le tribunal de commerce, mais au pénal. C'est le premier. C'est le premier. Oui, en correctionnel, avec les impôts, l'URSSAF, une collectivité territoriale. Mais peu importe, parce que c'est à tous les niveaux. Le banquier, c'est au tribunal d'instance qu'il va vous dépouiller. Enfin bref, ils ont tout plein de moyens. Ça c'est sûr, ils vont gagner. Donc de toute manière, c'est pour ça que force est de constater à travers. Alors, il va falloir que je vais laisser la parole aux autres. Je ne vais pas trop parler. Je vais laisser la parole aux autres pour dire des exemples de trucage comme ça, parce que moi c'était la cessation de paiement qui va permettre de créer une dette, une faute, une dette, et ensuite de vous voler votre maison. Donc voilà, s'il y en a d'autres qui peuvent expliquer les mêmes mécanismes aussi rapidement possible. Claude, non? Oui, j'y vais. Moi, c'est simple. Alors, donc, pour pouvoir me faire un contrôle fiscal, les impôts sont obligés de vous trouver. Alors, en fait, leur système, ils repèrent où vous habitez par votre déclaration d'impôt. Et ils envoient les courriers, bien sûr, pas à cette adresse. Ils cherchent une deuxième adresse où ils envoient, à la limite, même à une maison vide. C'est pas un souci du moment que, à un moment ou à un autre, le postier renvoie en disant n'habite pas à l'adresse, n'a pas répondu. Simplement ça. Donc, ils ont reçu 4 courriers. Moi, ils les ont envoyés là où il ne fallait pas, évidemment. Ils ont reçu 4 courriers en retour disant monsieur Auffrère n'a pas répondu. D'accord. Monsieur n'a pas répondu. Bravo. Tant mieux. On y va. Contrôle fiscal. Monsieur Auffrère ne répond pas, donc il est fautif. C'est à lui d'apporter toutes les preuves qu'il n'a pas fauté. Bon, d'accord. Comme je n'en sais rien,
Comme on ne me dit rien, bah, je n'apporte pas les preuves. Et là, c'est encore pire. On continue. Bon, il n'a pas apporté les preuves. C'est 60% Les pénalités. de pénalité. Il faut y aller, il faut payer, quoi. Donc, je me dis, bon, ok, j'y vais. Enfin, finalement, j'apprends par le mandataire qu'il me recherchait, bizarrement. Enfin bon, c'est encore des histoires bizarres, tout ça. Enfin, des magouilles à eux. Hein. Donc, j'essaye de répondre. Ah, mais monsieur, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fait. On a inventé votre comptabilité. Comme on ne vous a pas trouvé, c'est à vous de dire que c'est faux. Mais en tout cas, nous, tout est fait. Voilà. Vous nous devez 360 000 €, vous les payez. Sinon, bah, on viendra les chercher. Mais 360 000 € de quoi? De quoi? De comment? Mais qu'est-ce que vous avez fait pour me trouver 360 000 €? Ah, mais monsieur Auffrère, et ils me l'ont encore dit cette semaine, devant témoin, monsieur Auffrère, il y avait de l'argent sur vos comptes. Il est passé de l'argent sur vos comptes. Ben, j'ai dit, mais heureusement qu'il est passé de l'argent sur mon compte. Si je monte une entreprise pour qu'il passe aucun argent sur mon compte, faut que j'arrête tout de suite, quoi. Il faut pas la monter, quoi. Mais c'était incroyable. On est dans un autre monde. Voilà. Et voilà. Un exemple. Voilà. C'est bon. Ben, merci pour cet exemple-là. Moi, j'en donnerai deux autres après, mais je vais donner la parole à Martine ou à Claude après. Moi, je vous donnerai deux exemples après, très précis. Allez-y, Martine. Oui. Qu'est-ce que Alors moi, je vais vous expliquer comment ça a commencé. Hein. C'est pareil, on l'a déjà expliqué, mais c'est bien de le rappeler. C'est que la société Carrefour, lorsqu'elle a obtenu un permis de construire qui prévoyait la démolition de mon magasin, elle me signe en même temps un bail sur le local qui va être détruit. Donc, c'est ce que vous dites. Et après, ils vont faire des mensonges sur mensonges au tribunal. Donc, ils vont dire, mais de toute manière, quand Madame Donnette, elle a acheté, elle savait très bien qu'elle allait aller dans l'extension, alors que je ne savais rien du tout, et que l'extension était déjà construite. Et l'extension va être construite 3 ans plus tard. Donc, de toute manière, vous avez plus de difficultés, vous perdez plus de temps à aller à faire la démonstration que c'est des mensonges, plutôt que défendre et de dire la vérité. Vous expliquez la vérité, vous en avez pour 1 page. Eux, ils font des mensonges, il y en a pour 10 pages. Et après, il y a une ligne qu'on n'a pas vue. Il suffit qu'il y ait une ligne dans leur mensonge qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas répondu, et ils s'engouffrent encore dans le mensonge. Donc ça, donc ils m'ont vendu. On a parlé qu'ils m'avaient vendu un magasin qui n'existait pas, il devait être détruit, d'accord? Ça leur aura permis que quand ils m'ont déplacé, de doubler les loyers, naturellement. Ils font pas rien sans rien. Hein. Mais le pire, c'est qu'après, quand vous êtes en difficulté, que votre fonds de commerce a une valeur, parce que vous êtes dans une galerie marchande, les travaux, le magasin est propre et neuf et tout, eh bien, ils vous refusent la déspécialisation. C'est-à-dire, étant donné que vous rentrez avec une enseigne, alors déjà, l'enseigne, elle vous fait la procédure parce que vous voulez baisser l'enseigne. Déjà, vous avez déjà le franchiseur. C'est pour ça que je dis le franchiseur, le bailleur, le distributeur, ça finit tout en heure, c'est des vrais prédateurs. Eh bien, lorsque vous avez la possibilité de vendre votre fonds de commerce, ils vont vous refuser à chaque fois, avec des motifs fallacieux, tout ce que vous voulez, soit parce que le produit existe déjà dans la galerie marchande, soit parce que cette activité ne nous convient pas, soit voilà. Moi, ils m'ont refusé 11 déspécialisations. Et pendant ce temps-là, comme vous n'avez pas d'activité dans le fonds de commerce, ben vous créez des dettes de loyer, automatiquement. Et après, vous êtes expulsé parce que vous n'êtes pas, vous ne payez pas vos loyers. Voilà. Et quand vous expliquez au tribunal que de toute manière, si vous n'avez pas payé, c'est parce que vous n'avez pas, ils n'ont jamais vous laissé vendre, eh ben, le tribunal, il ne vous écoute pas. C'est ça le problème. C'est qu'on n'écoute pas les victimes. Ils n'écoutent pas les victimes. C'est la première chose. Et c'est là où on doit travailler. C'est comment dénoncer les malversations. Parce que c'est un peu facile de nous envoyer sur la cour d'appel qui va encore durer 3 ans ou 4 ans. Alors que quand il y a un vice dans la procédure dès le départ, que ce soit au tribunal de commerce,
quand ils font défaut, par exemple, moi, au tribunal de commerce, c'est violation d'un droit à un procès équitable parce que je n'avais ni mon mandataire liquidateur, je n'avais ni mon avocat et je n'avais pas été prévenu de l'audience. Donc, ils m'ont jugé sans que je sois présente. Alors, ils font passer toutes les dettes que vous voulez. Hein. Non, bien sûr. Non, mais c'est des mécanismes. Après, vous n'êtes pas obligé de partir en appel sur ce jugement alors que c'est eux qui ont violé la loi. D'accord? C'est le tribunal qui viole la loi et c'est vous qui êtes obligé de payer un avocat, de partir en cour d'appel pour dénoncer que le tribunal n'a pas fait son travail correctement. Pas possible. Voilà. Et c'est là qu'il faudrait, si monsieur Éric Dupond-Moretti voit notre vidéo, j'espère que c'est là qu'il faut qu'il mette en place des commissions pour que le citoyen puisse dénoncer une fraude flagrante du tribunal, qu'il fait un mauvais jugement, que c'est le président du tribunal qui a violé la loi. Parce qu'on ne peut pas attendre. On va partir après en cour d'appel, mais vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien. Ils vous mettent en, comment ça s'appelle, en interdiction bancaire. Parce que c'est ça qu'on n'a pas parlé. C'est qu'en plus, ils vous mettent en interdiction bancaire. On le fera dans le prochain épisode, ne t'inquiète pas, Martine. Oui, c'est que, alors, dans le temps, les voleurs, ils étaient marqués avec un V dans le dos, mais nous, ils nous mettent un L de liquidation judiciaire. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus remonter sa vie, on ne peut plus recréer sa vie, on ne peut plus avoir de compte bancaire. Et on casse sa vie à cause de ça. Ils nous cassent la vie et ils nous cassent la vie. Ils nous cassent la vie. Bon. Ok. Merci, Martine. Merci. Alors. Moi, je peux donner un exemple? Oui, vas-y. Bah, toi aussi, oui. Allez, on fait partie du. Alors, des exemples qui sont avec des preuves à l'appui, parce qu'attention, je vais vous en annoncer 2 cas. Donc, c'est comment on fait augmenter le passif. Comment on fait augmenter le passif? Alors, il y a une première technique pour augmenter la dette pour pouvoir vous liquider. C'est par exemple quand vous avez un dégrèvement fiscal qui doit réduire le passif, c'est le mandataire qui le reçoit, mais le mandataire le dissimule et ne le déclare pas. Et moi, je l'ai déclaré, j'ai la copie, d'accord? Le mandataire, pour pouvoir mettre 10 000 € de plus dans le passif, a dissimulé un dégrèvement fiscal. D'accord? C'est donc, ça c'est une des techniques. Maintenant, je vais vous en donner une deuxième. Comment on vous invente une deuxième dette? Mais là, attention. Là, je vais vous en parler. Mais actuellement, c'est en train d'être étudié par des journalistes. Pourquoi? Parce que la dette qu'on m'a créée, elle a été créée par une société très importante. Alors, je vais vous dire comment cette dette-là, elle est arrivée. Elle n'est pas grosse, mais ça augmentait le passif de 7 800 €. D'accord? La dette, quand vous êtes patron d'une entreprise, vous avez le droit d'avoir une voiture. Vous avez une voiture d'entreprise avec un bail, avec une location. Et moi, ma vente, elle avait été faite par une société qui s'appelle Crédipart. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Crédipart, c'est une société qui appartient au groupe PSA Citroën. Peugeot Citroën. D'accord? C'est la banque Attendez, c'était le mécanisme qui finançait toutes les voitures que vous achetiez, soit chez Citroën, soit chez Peugeot. J'ai donc un contrat depuis quelques années avec une location d'une voiture. Et à un moment donné, je suis simplement obligé de changer de banque de prélèvement. D'accord? Eh bien, le mandataire, avec Crédipart, il y a un incident très bête, où il considère que j'ai pas payé un loyer. J'ai pas payé un loyer. Donc, c'était avant que je sois en redressement judiciaire. Hein. C'était un incident bête. Il ne s'était pas aperçu que j'avais changé de compte de prélèvement. Donc, mais la mensualité, elle était bien prélevée. Il déclenche une saisie de la voiture. Écoutez bien. Il déclenche une saisie de la voiture en déclarant que j'ai pas payé un loyer. Je peux prouver par A plus B que j'ai payé non seulement le loyer qui n'était pas payé, mais qu'ils ont continué de prélever pendant 3 mois après. Sauf
Sauf que qu'est-ce qu'a fait le mandataire? Le mandataire, dans mon opposition à la dette, pourquoi? Parce que quand ils saisissent votre voiture, ils la revendent et la différence de prix, elle vient dans votre dette à vous. C'est-à-dire que si la voiture vaut 20 000 euros, qu'ils la vendent 13 000, les 7 000 euros, c'est pour vous, dans votre dette. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que, alors que le groupe Citroën m'avait reconnu qu'il y avait eu un incident administratif et tout, eh ben le mandataire, au lieu de rejeter la dette, d'accord, il l'a incorporé dans le passif en validant la demande de crédit part. La chance que j'ai en 2022, c'est qu'il y a un journaliste qui me contacte il y a 2 mois. Et tu sais ce qu'il me dit, le journaliste? Il me dit, mais tu as publié une vidéo. Et la vidéo, si les gens ont envie d'aller la voir, j'ai même la particularité de donner le nom du mandataire avec son prénom, sa photo, et pendant 1 minute et demie, je la traite de salope. J'espérais qu'elle allait déposer plainte contre moi il y a 4 ans à cause de ça. Elle l'a jamais fait. Elle a jamais déposé plainte parce que j'avais les pièces qui étaient avec. Mais le journaliste, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit une chose très importante. Il me dit, est-ce que tu sais que ton dossier, tu as la preuve qu'une banque peut être alimentée par de l'argent volé? Pourquoi? Parce que Crédit Part a créé une banque qui s'appelle la banque PSA, la banque Peugeot, la banque PSA. Et moi, mon dossier peut montrer ou peut démontrer qu'un banquier finance sa banque avec de l'argent volé. C'est ce que m'a dit le journaliste. Et je trouve ça excellent. Donc, au lieu de faire un mauvais procès, je vais essayer de faire un bon compromis. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'en tout cas, pour monter ou augmenter un passif, soit on vous dissimule des avoirs, soit on vous invente des dettes. Voilà, c'était ça la synthèse. C'est pas beau, hein? Donc, je pense que c'est pas mal. On a fait un petit tour de tout ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de tirer des conclusions un petit peu générales. Donc, nous sommes force est de constater à travers nos expériences, mais qui sont les expériences de beaucoup de gens derrière nous. Hein. Bien sûr. Puisque depuis qu'on a fait le syndicat, le nombre de dossiers qui nous arrivent est absolument gigantesque. Donc, véritablement, c'est une constante de la vie en société française. En fait, le problème, donc, nous, on l'identifie, c'est la décision publique. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la décision publique, que ce soit pris par les préfets, que ce soit pris par les, par ceux qui font les lois, que ce soit pris par les magistrats, par les gens des impôts, il y a un problème gravissime, c'est que ces décisions publiques, aucune presque, hein, on est pratiquement, enfin moi j'attends de trouver une décision publique qui est prise dans l'intérêt du dossier qui leur est donné. Hein. Par exemple, avec les expériences de Martine Donnette et de Claude Dio, on voit comment les supermarchés ont rempli la France en faisant des faux, en n'ayant pas le permis, et que les législateurs, quand ils voient que c'est un peu trop difficile pour que la justice elle leur donne raison, hop, faut une petite loi pour les aider. Et rebelote. Et tout ça, ça se passe entre copains, entre niveaux intellectuels du même ordre, ce qu'on appelle l'élite. Hein. Donc, tous ces messieurs, dames de l'élite, j'espère que vous verrez cette vidéo et que vous viendrez nous dire si vous êtes d'accord avec notre diagnostic. OK ? Ça, ce sera déjà très sympathique parce que la question est que l'on veut vous poser. Qui peut vivre, à part vous, dans des conditions pareilles? Plus personne ne respecte la loi. Et celui qui ne la respecte pas, il est sûr de gagner. Quand vous vous retrouvez dans un procès où vous venez vous plaindre de quelqu'un et qu'à la sortie du procès, cette personne se fait récompenser sur des faux et que vous faites punir, allez-y les gars. Comment on comprend ça?
Hein, on nous a appris à l'école, si tu fais des fautes, tu es puni, mais si tu fais du bien, tu es récompensé. Et là, vous vous trouvez tout le temps avec des fraudeurs qui sont récompensés. Donc, monsieur le ministre de la Justice, tout ça, ça ne marcherait pas si la justice était correctement formée. Parce que là, je ne sais plus à quel sein me vouer. Comment se fait-il que plein d'êtres humains font le contraire de ce que leur mission publique leur demande? On est bien normalement en justice pour appliquer la loi. Donc, nous, si on y vient, c'est parce qu'on pense que la personne qui est face à nous ne l'a pas appliquée. Et donc, de se retrouver dans ce pataquès qui va foutre nos vies en l'air, c'est absolument incompréhensible. Et en tout cas, c'est invivable. C'est fini, ça ne peut plus durer. Donc, à part les malhonnêtes, il n'y a que les gros malhonnêtes qui peuvent s'en sortir dans cette société française. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Que tous ceux qui sont fonctionnaires, hein, parce qu'ils sont payés à vie, ils ont la sécurité de l'emploi, et voilà. Et ils tripatouillent entre eux pour enlever la vie des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas humain. Hein? Il vaut mieux des fois, vous vous rendez compte, les suicides des paysans, les suicides des entrepreneurs, les suicides de tout le monde d'ailleurs, des jeunes, des enfants, des malheurs. Les maladies chroniques, et toutes les maladies chroniques. Les accidents. Mais tout ça, c'est dû à vos décisions. Si vous avez le pouvoir de décider pour autrui, vous devez assumer les conséquences de ces décisions. Imaginez, mettez votre main dans le feu, vous allez voir. Hein, si vous ne réagissez pas comme il faut réagir, alors pourquoi vous nous poussez avec votre bras armé à mettre la main dans le feu et à la brûler pour qu'on ne puisse plus rien faire? C'est une honte. Donc, monsieur le ministre, mais après, on s'attaquera à tous, hein, parce qu'ils sont tous coupables. Notamment le ministre de l'économie, le ministre, enfin bref, passons. Le ministre de la Santé, hein, parce que lui aussi, les décisions qu'ils prennent. Voilà. Donc tout est faux. Tout est faux. Nous vivons dans une fausse société où tout s'inverse. Aucune logique. Ils nous fracassent l'entendement. Arrêtez de nous fracasser l'entendement. C'est fini. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord. C'est fini. Soit vous faites votre travail, soit vous quittez la fonction publique. Vous quittez les lieux de décision publique. Aussi, et d'ailleurs, comment dire, je vais vous dire, il y a même quelque chose d'assez étrange. C'est que monsieur Macron, d'habitude, hein, on le met dans la même case. Eh bien non, monsieur Macron est d'accord avec nous. Il a écrit, juste avant les États généraux de la justice, une petite lettre au CSM en leur disant, afin d'éviter que ce mécanisme par lequel la justice ne fait plus de justice, mais fournit des armes, jugements faux, à des criminels, afin que ne soit plus et avant que soit dévoilé au grand jour ce scandale qui immanquablement fera risquer la vie ou le lynchage aux magistrats. Vous imaginez? Les gens sont tellement foutus en l'air qu'un jour ou l'autre, ils ne vont pas pouvoir… Il y en a qui seront trop bas pour se retenir. Nous, on est bien, on raisonne, on vient, on fait des conclusions, on travaille sérieusement pour essayer de faire comprendre qu'il faut qu'ils changent leurs idées. Mais non. Donc, pour cela, le président, monsieur Macron, écrit à Madame Arens, à l'époque, qui était la chef, soit presque le haut top de la chancellerie, l'invite, lui demande de définir, alors c'est bien parce qu'il utilise des bons mots, de définir les limites jurisprudentielles à l'immunité des magistrats, notamment lorsque l'acte du juge n'est juridictionnel, vous écoutez bien,
qu'en apparence, donc n'est pas un acte juridictionnel, qui dès lors ne saurait être contesté par les voies de recours habituelles, puisqu'un juge ne peut apprécier ce qui est sans base légale, ou ce qui s'appuie sur des mensonges, sur les faits. Voilà. Aussi, il dit, ou par exemple dans les cas où l'acte de juger est intervenu pour des motifs étrangers à ce qui devait fonder la décision en regard de la saisine, des faits qui ont nécessité la saisine. Là, on est tout le temps comme ça. Ils choisissent d'autres saisines. Ils ne choisissent pas notre saisine. D'accord? Et puis, il rajoute, ou encore, lorsque l'acte juridictionnel est marqué par une erreur d'appréciation tellement grossière, vous en avez vu, hein, des appréciations grossières, qu'elle ne saurait traduire qu'une absence fautive de professionnalisme, voilà, et ou procéder d'une erreur procédurale résultant d'une violation grave et délibérée d'un principe ou d'une règle de droit. Eh bien, il a demandé, hein, à ce qu'on s'en occupe. Eh bien, vous savez, en une lettre qui faisait 3 pages, ben, le CSM, il a répondu en un document de 30, où, je peux vous le promettre, aucune solution n'a été trouvée à ce problème. Ils ont réussi à parler de tout, sauf de résoudre cette problématique. Eh bien, on va le faire. Donc, c'est pour ça qu'on le dit. Tout le monde devrait le savoir, ce qu'a écrit M. Macron. Et M. Macron est avec nous. Je pense qu'il veut que notre pays possède une justice correcte. Là, nous en sommes très, très loin. Nous avons évidemment des solutions, mais on ne vous les présentera pas tout de suite parce qu'il faut venir nous voir et nous revoir. Et quand vous serez prêts à recevoir ces solutions, nous vous les donnerons. Mais dès aujourd'hui, avec ces vidéos, nous voulons que tous nous reprenions en cœur. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ouais, quand même. Et donc, c'est terminé que les décideurs publics qui ne sont pas d'accord avec nous, avec notre diagnostic, se lèvent et nous apportent la contradiction. Merci beaucoup à messieurs, dames, à tous nos spectateurs et à tous les décideurs publics qui voudront bien jouer le jeu. Voilà. Bon. Est-ce que ça sera le mot de la fin? J'envoie le générique ou il y a encore un petit mot à dire? Il faut donner nos adresses. Juste une intervention, une précision. Oui. Ce que nous avons dit, nous avons profité des États généraux en septembre 21 pour adresser à M. Dupond-Moretti, ministre des Gardes des Sceaux, ce que nous avons subi. Nous avons aussi fait, et nous lui avons remis notre livre, et nous avons fait la même démarche le même jour à Monsieur le Premier Président, Madame le Procureur Général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, où on lui a tout expliqué, les raisons pour lesquelles on a nous-mêmes, entre guillemets, failli, parce que nous n'avons pas failli, mais eux ont failli. Mais on attend toujours la réponse. Et précisément, quand on est allé voir le président et Madame le procureur général, quand on a eu la secrétaire, elle n'était même pas au courant qu'il y avait des États généraux. Alors, Monsieur le Président de la République, faites plus d'efforts, prenez contact avec les gens de la justice et donnez-leur des ordres, et pas des ordonnances aussi. Voilà. J'avais une petite phrase en plus à dire à M. Moretti et à tous nos députés, nos sénateurs. Ce n'est pas en mettant plus d'argent dans un système qui dysfonctionne que vous allez régler le problème. Parce que ce que vous allez faire en donnant plus d'argent, d'ailleurs vous allez donner plus d'argent aux magistrats, vous allez augmenter les dysfonctionnements. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr ou de vos grandes écoles pour comprendre cette évidence. OK? Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Voilà. Bon. C'est bon? Oui, on peut donner nos adresses mail aussi. Ah ben, moi, vous donnez vos adresses mail, mais
où moi je pourrais mettre, si vous voulez, au bout de la vidéo, tous les contacts, d'accord? Ouais, Donc oui, je oui. pourrais mettre les emails, les numéros de téléphone si vous le voulez, il n'y a aucun problème avec les adresses de tout le monde. Et notamment, ce que m'a donné Martine, c'est aussi les pages avec des articles de loi qui sont importants que je mettrai au bout de la vidéo. D'accord? Super. Merci Et ça beaucoup. sera bouclé. Alors, donc, en vérité, c'est notre premier épisode, d'accord? Si on avait un petit point de synthèse, on va dire que si les mensonges qu'on subit, ils prennent l'ascenseur, nous, on prend l'escalier, mais on amène la vérité. D'accord? Voilà. C'était long. Et la Ouais. vérité, Et la maintenant, il vérité- va falloir que ça aille vite. Parce Oui, qu'ils en mais- profitent. La justice lente, c'est fait pour nous abattre. oui, mais on est presque au bout de l'escalier. On y est, là. On arrive dans les dernières marches. OK? C'est génial. C'est Bon. génial. J'envoie Merci, le générique, Christophe. les jeunes. Ouais. Merci Ok. Claire, merci Au revoir à Claude. tous. À tous. Au revoir. Et on se donne rendez-vous à un prochain épisode. C'était le premier. OK? Oui. Voilà. À très bientôt Salut, pour les les jeunes. dernières nouvelles de demain. À plus. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.